Allez, on est rendu à exactement 7 heures, 1 heure de moins en heure GMT, c'est l'heure de s'enquérir de l'amont des unes des journaux parus ce jour sur l'ensemble du réseau national. On ne manquera pas de rappeler que c'est hier qu'il a entamé sa marche vers l'éternité. Il s'agit donc du secrétaire d'État en charge des épidémies au sein du ministère de la Santé publique. Il a d'ailleurs, on va dire, lors des obsèques, on a noté la présence du ministre de la Santé publique, le docteur Madaouda Malachi, qui était donc à Garoua. Cela s'est tenu hier. On va peut-être y revenir avec Michael Chipkio pour ce qui est de la revue de presse. Il est bien installé, le temps de lui permettre de s'installer confortablement. On va rappeler qu'on aura par exemple aujourd'hui le Messager. On ne sait pas ce qui figure évidemment à la une du journal Le Messager, mais on ne peut rien attendre, chers téléspectateurs. Mais toujours est-il que Cameroun Tribune s'appesantit bien évidemment sur la Covid et le vaccin. Je rappelle que l'Ordre des médecins du Cameroun est donc d'accord pour que le vaccin puisse être mis en circulation au Cameroun pour que les populations puissent bien évidemment en bénéficier. Et pour nous en dire davantage là-dessus, enfin pour nous donner la quintessence de ces informations parues dans nos journaux ce matin, Michael Chipkio nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fidil, bonjour Patricia. Bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Ça va, hein? Merci. Allez, je l'ai dit, on va donc démarrer par le Messager. Oui, on va commencer par le Messager, si tout est prêt naturellement. Le Messager qui parle de Covid, de gestion de fonds Covid au Cameroun et de l'audit commandé par la présidence de la République, l'audit commandé au contrôle supérieur de l'État pour faire la lumière sur la gestion des fonds dédiés à la pandémie du Covid-19 au Cameroun, des fonds qui ont été alloués à notre pays par le Fonds monétaire international et d'autres institutions internationales pour lutter contre la propagation de ce virus. La présentation du rapport de cet audit reste donc la condition pour que le Cameroun obtienne une nouvelle facilité de crédit du FMI dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Eh bien, le secrétaire général de la présidence de la République vient donc de faire une correspondance au responsable du contrôle supérieur de l'État pour rappeler effectivement que des réponses au sujet de cet audit qui a été commandé par le président de la République restent attendues près de 4 mois après l'ouverture de cet audit, de l'audit des 10 fonds par le Consupé, sur instruction du président de la République. Il n'y a toujours pas de réponse à ce jour, pas de résultat. Fatigué visiblement de cette lenteur, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, vient donc de saisir le contrôle supérieur de l'État sur la question et le Messager en parle dans ses colonnes ce jour en se posant la question de savoir où sont passés les résultats de l'audit commandé par la présidence de la République au contrôle supérieur de l'État au sujet de la gestion des fonds Covid au Cameroun. Le journal parle aussi de crise énergétique dans notre pays, cette crise qui commence à perdurer, qui prend de l'ampleur. Gaston Elundou Essomba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui continue de tenter de rassurer les populations pour un retour à la normale de l'énergie électrique au Cameroun. Le journal le présente comme le fusible du gouvernement ce jour face aux nombreuses perturbations que connaît la fourniture en énergie électrique au Cameroun depuis quelques semaines. Le ministre est sur le terrain du 5 au 9 avril. Il parcourt le pays entier. Il sera à Douala. Il était donc à Yaoundé. Il tente de rassurer les autorités, les populations elles-mêmes et donne des raisons de ces nombreuses perturbations observées depuis quelques temps et donne également des astuces pour l'abattage des arbres qui se posent comme le mal dominant dans cette affaire. Il donne également des garanties pour le développement du sous-secteur de l'électricité au Cameroun, conclut le Messager, qui parle aussi en page interne ce jour du transport aérien au Cameroun. Avec Camerco, 10 années de turbulence de cette compagnie nationale. Le 28 mars dernier, la Cameroon Airlines Corporation a célébré sa 10e année du lancement de ses opérations. Une décennie pendant laquelle la compagnie aérienne nationale a toujours tourné à perte, véritable gouffre à sous. Elle doit sa survie aux multiples perfusions financières de l'État. Et l'un des directeurs de cette entreprise rappelait d'ailleurs que la priorité de Camerco
Bamako était de devenir rentable d'ici à 3 ans, 3 années après son lancement. Eh bien, il n'en est rien. Il n'en est rien. Cette promesse n'a jamais été tenue. Plus de 10 ans après, malgré les 10 années d'activité, justement, le transporteur national est très loin de cet objectif. Au contraire, il est plutôt lourdement endetté malgré les multiples apports financiers de l'État. Le journal parle d'un effectif pléthorique, le personnel pléthorique, effectivement, une flotte défaillante, la valse des directeurs généraux. L'entreprise en a déjà eu 8 depuis son lancement. Il y a 10 ans aujourd'hui pour 8 directeurs généraux. Si le premier, Gilbert Amitono, a démissionné 3 mois seulement après sa nomination, les autres ont tous été limogés. Actuellement en poste, Jean-Christophe Elangema, il a été nommé le 19 janvier dernier. Mais pour combien de temps, s'interroge également le journal Le Messager, qui se pose également la question sur le plan de restructuration de Boeing Consulting, plan de restructuration présenté depuis 2016 et dont l'implémentation tarde toujours à entrer en vigueur, conclut le quotidien Messager en kiosque aujourd'hui. La nouvelle expression est également parue ce jour et nous présente les ministres de Paul Biya de 1982 à 2019. Qui sont ces hommes que le président de la République a utilisés dans ses multiples gouvernements au moment où les bruits de la formation d'un nouveau gouvernement circulent de plus en plus dans les coulisses. La nouvelle expression revient donc ce jour sur les différentes équipes de l'homme du 6 novembre 1982, que l'homme du 6 novembre 1982 a utilisé en 38 ans de pouvoir des centaines d'hommes et de femmes, sans jamais finalement, écrit la nouvelle expression, de véritable révolution, des noms qui reviennent, des membres du gouvernement encore en poste aujourd'hui et pourtant dans le gouvernement depuis 1982 et qui aujourd'hui n'ont pas de fait d'armes positif à leur actif, conclut le quotidien. La nouvelle expression en kiosque aujourd'hui qui nous présente donc ces membres, ces ministres de Paul Biya de 1982 à 2019. Le journal nous amène également à l'ouest du pays pour parler de la suspension des funérailles par un arrêté régional du gouverneur. Et le gouverneur Awafonka Augustine qui a donc décidé de suspendre l'organisation des funérailles sur toute l'étendue de son territoire de commandement pendant une durée de 2 mois. Il précise également dans son arrêté que l'organisation de toute autre cérémonie populaire, mariage, obsèques, concerts et autres est soumise au respect scrupuleux du quota de 50 personnes ainsi que toutes les mesures barrières gouvernementales édictées ainsi qu'au respect justement de toutes les mesures gouvernementales édictées le 17 mars 2020 pour éviter la propagation de la pandémie dans notre pays. L'autorité justifie sa sortie par la recrudescence du nombre de cas de contamination enregistrés depuis quelque temps dans la région de l'ouest du Cameroun. Et le journal en profite pour se poser une question à sa une ce jour. Qu'en sera-t-il des obsèques de Pascal Monkam? L'homme d'affaires décédé il y a quelques semaines maintenant sera pourtant inhumé à Banka dans la région de l'ouest du Cameroun. Le président de la République a d'ailleurs décidé des obsèques d'officiels en sa mémoire. Mais comment la restriction, justement, décidée par le gouverneur pourrait-elle être appliquée à ces obsèques? Est-il pensable d'imaginer 50 personnes seulement aux obsèques de Pascal Monkam? De nombreuses questions que se pose la nouvelle expression dans ces colonnes aujourd'hui. L'œil du Sahel revient sur ces événements du 6 avril 1984 au Cameroun. Le 6 avril vu par les généraux Esso et Semengue. Le journal nous propose des entretiens de ces deux généraux de l'armée camerounaise. Le premier avec le général Benoît Asso-Eman, un entretien paru dans les cahiers de mutation il y a quelques années maintenant. Lui qui lance que le général Pierre Semengue a menti au sujet du 6 avril 1984, notamment quand il affirme avoir joué un rôle clé dans ces événements du 6 avril 1984. Le journal nous propose dans cet entretien fleuve
dans ses colonnes aujourd'hui, ainsi que cette sortie du général Pierre Semengue dans un entretien accordé à Thierry Ngongan sur les antennes de la télévision STV en 2012. Lui qui justement revient également sur ces événements de 1982, entretien croisé donc de Pierre Semengue et Asso Eman dans les colonnes de l'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Tout savoir sur les événements de 1984, du 6 avril 1984 dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, qui était également aux obsèques d'Alim Ayatou à Garoua. La vie de l'homme est retracée dans les colonnes du journal Ce Jour. L'œuvre d'Alim Ayatou vue par les acteurs de la santé, ils reconnaissent et saluent son travail dans le domaine de la santé. Certains le présentent comme un bon père de famille. Un hommage grandiose lui a été rendu hier. Une force tranquille, le chantre du vivre ensemble, le doyen d'âge du Conseil régional du Nord vient donc de rejoindre son président. Il était à la fois chef traditionnel, homme politique et membre du gouvernement camerounais. Écrit le journal L'Œil du Sahel, qui nous parle des pêcheurs du Grand Nord qui se noient dans l'océan Atlantique à Kribi. Des jeunes ressortissants du Grand Nord s'adonnent à la pêche. Ils sont de plus en plus présents au village des pêcheurs de Londji et au centre communautaire de la pêche artisanale de Kribi, construit au débarcadère de Boamanga, construit dans le cadre de la coopération bilatérale entre l'État du Cameroun et celui du Japon. Ils sont devenus des pêcheurs par excellence de ce côté. Le journal les présente d'ailleurs dans leur activité quotidienne dans ces colonnes de ce mercredi. Le tri-hebdomadaire Le Soir est également paru ce jour. Le tri-hebdomadaire qui voit en la mort, le tri-hebdomadaire Le Soir, qui voit en la mort du cardinal Christian Toumi, la mort également du grand dialogue national organisé au Cameroun pour résoudre la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, la mort subite du grand dialogue national. La grand-messe œcuménique et pontificale du grand dialogue national avait été dite à la cathédrale Saint-Palais des Congrès de Yaoundé, de Kolnyada à Yaoundé. C'est ainsi que le journal Le Soir baptise le Palais des Congrès, messe célébrée par son éminence, le cardinal Diongouté, représentant personnel de sa sainteté, le pape Paul Ier. Empêché, le journal utilise donc ces images pour parler de ce grand dialogue national. Bien sûr, c'est une sortie de Saint-Éloi Bidung dont le journal propose l'intégralité dans ses colonnes de ce jour au sujet de ce grand dialogue national. Le Soir qui parle aussi de cette coupe forestière illégale au ministère des Forêts et de la Faune qui fait grand bruit à Ndom. Le président de la République vient d'être saisi autour de cette affaire, tout comprendre autour de ce qui se passe à Ndom, justement autour de cette coupe forestière illégale, avec le tri-hebdomadaire Le Soir, le journal d'Amambianda en kiosque ce mercredi. Le quotidien The Guardian Post est également paru aujourd'hui. Ce quotidien qui parle des indicateurs qui démontrent de la déchéance du régime de Yaoundé, des indicateurs qui montrent à répétition que le régime de Yaoundé s'écroule peu à peu. Le journal parle de rupture d'énergie électrique devenue très récurrent dans notre pays. L'accès à l'eau potable extrêmement difficile dans toutes les régions du Cameroun. Le système de santé qui se meurt également avec de nombreux malades d'insuffisance rénale qui manifestent au quotidien dans les capitales, dans les villes camerounaises pour dénoncer l'insuffisance des kits d'insuffisance, l'insuffisance justement des kits, la rupture plutôt des kits d'insuffisance rénale. Le journal qui parle également de l'état des routes, l'état déplorable des routes à travers le pays, que ce soit les routes nationales ou des routes secondaires. Difficile de comprendre pourquoi rien n'est fait jusqu'ici pour résoudre la question et conséquences sont des accidents de circulation à répétition qu'on enregistre avec des morts au quotidien, des indicateurs nombreux qui montrent effectivement
que le régime de Yaoundé se meurt peu à peu, conclut le quotidien de Guardian Post en kiosque qui parle aussi d'élections Cameroun avec l'élection au sein du conseil régional de la région de l'ouest du Cameroun, département de la Menoie en particulier. Parole à Elections Cameroun, Eric Essoussé, qui revient sur le déroulement du scrutin dans ce département, le département de la Menoie. C'était le week-end dernier. Afrique Info est en kiosque aujourd'hui. Afrique Info qui parle des grandes réalisations à la Cameroun Water Utilities, les grandes réalisations pour donner de l'eau potable dans tous les ménages camerounais. De grandes choses sont faites depuis de nombreuses années pour résoudre totalement la question d'accès à l'eau potable. Le directeur général de l'entreprise a inscrit son action à la tête de cette structure en droite ligne de la politique en vue de l'émergence du Cameroun prônée par le président de la République à travers le territoire national. Des améliorations notables sont observées dans la distribution de l'eau potable dans l'optique d'endiguer le sempiternel problème de la pénurie de l'eau qui se fait de plus en plus rare depuis quelques années maintenant. Cet ancien cadre de la présidence de la République, conscient de ce que sa nomination est intervenue à une période cruciale où le Cameroun fourbit ses armes pour se projeter dans le giron des pays émergents à l'horizon 2035 et Afrique Info, le journal de Djelfis qui salue donc les actions menées par Gervais Bolanga depuis son accession à la tête de la Cameroun Water Utilities. Le point hebdo est également paru ce jour. L'hebdomadaire revient sur ce qu'il appelle une cabale contre la banque Afriland. Afriland, la banque camerounaise basée en République démocratique du Congo. La banque du mania camerounais de la finance fait l'objet ces derniers temps de fortes accusations de blanchiment de fonds sans aucune preuve palpable de la part d'une organisation non gouvernementale et de lanceurs d'alerte supposés. L'attribution bancaire, l'institution bancaire justement va réagir en portant plainte contre ces curieux accusateurs par devant les tribunaux parisiens, mais pour certains observateurs européens et africains, il ne s'agit rien d'autre que d'une cabale ourdie par certains lobbies occidentaux jaloux de la montée en puissance de la banque camerounaise dans la sphère financière mondiale. Paul Focam-Camonieux ne paye-t-il pas là le salaire de son succès, de son professionnalisme et même de son panafricanisme dans le monde très fermé de la finance? Le point hebdo dans cette édition nous promène au cœur d'une machination infernale, téléguidée par des détracteurs justement masqués et dont l'issue est justement de décrédibiliser et de déstabiliser la banque Afriland basée en République démocratique du Congo. Le journal parle aussi de coopération militaire entre Yaoundé et Abuja, un ciel sans nuages avec un haut responsable du ministère de la Défense du Nigeria qui a été reçu par le ministre Joseph Betty Assomo il y a quelques jours. Le ciel est sans nuages dans la coopération militaire entre les deux pays, conclut l'hebdomadaire Le Point en kiosque ce mercredi. Merci beaucoup Michael Chipki. On va remettre à demain justement pour une autre revue de presse. On sera donc rendu au 8e jour du mois d'avril pour le compte l'année 2021. Du reste, c'est un autre fait de société qui nous alerte ce matin. On sait tous que c'est une réalité depuis pas mal de temps. Ces sextapes, ces nudes qui sont à foison sur les réseaux sociaux. On va rappeler, malheureusement, avec la démocratisation des smartphones, et ce sont les élèves qui en payent le lot tribut. Pour preuve, il y a quelques temps, on a démantelé à Yaoundé tout de même que Kribi, un vaste réseau de partous. Alors, comment expliquer cela? Est-ce que c'est possible? Ou alors c'est trop rêvé d'assainir nos mœurs? Ah, mais écoutez, c'est extrêmement compliqué. Vous prenez le cas de ces élèves qui se sont livrés à des pratiques peu orthodoxes, des pratiques graves, extrêmement condamnées. Pour le cas des élèves de Kribi, il vous souvient qu'ils ont été tous exclus de leur établissement, le lycée bilingue de Kribi en l'occurrence, si mes souvenirs sont exacts. Oui, le préfet
du département de l'Océan qui a pris la mesure, qui a lui-même assisté à un conseil de discipline où ces 14 élèves étaient présents et la décision d'exclusion a été unanime, mais seulement Nouhou Bello, le préfet, effectivement, qui a également pris des mesures pour l'accompagnement de ces élèves, parce qu'il ne suffit pas simplement de les exclure, il faut absolument les réinsérer, et puis, c'est-à-dire que les sorties de ce circuit, de ce chemin diabolique là qu'ils avaient emprunté. Et après Kribi, on a eu le cas des élèves de Yaoundé. Vous avez vu un magnifique reportage de Delphine Fonco sur nos antennes, qui est allé dans un quartier Yaoundé et qui est, si je ne me trompe pas, et qui est précisément où ces élèves se livraient à ces pratiques sexuelles là au quotidien pratiquement, c'est-à-dire qu'ils partent de la maison le matin et puis les parents savent naturellement que leurs enfants vont à l'école, mais se retrouvent dans un domicile privé où ils se livrent à ces pratiques là toute la journée et ressortent le soir comme leurs autres camarades et retournent à la maison sans que les parents ne soient au courant de ce qui se passe exactement. Donc c'est des choses assez graves. Et l'autre pan, effectivement, c'est que l'on se retrouve avec de telles vidéos et autres qui sont publiées dans les réseaux sociaux, peut-être parfois par les acteurs même de ces affaires. C'est ce qui choque davantage l'opinion. On est bien au courant qu'il y a des choses de ce genre qui se passent, mais de les voir diffuser, de les regarder parfois, pour certains parents qui tombent sur certaines de ces vidéos, c'est extrêmement choquant. Et puis, effectivement, c'est le lieu aussi d'interpeller ces nombreux parents. Là, précisément, on parlait ici hier de la question de l'éducation, quand nous parlions de cette affaire, ce phénomène de porte-monnaie magique et bien d'autres. Oui. Nous parlions hier de l'éducation, justement, des enfants, le contrôle parental qui doit se faire à partir de la maison. Parce que certains sont demandés comment est-ce que les enfants font partie de la maison avec des vêtements de rechange dans des sacs et que les parents ne soient pas au courant et qui passent des journées à l'extérieur dans des domiciles privés à faire la cuisine, manger, boire de l'alcool, fumer, parfois des drogues et tout, et retourner à la maison le soir sans que les parents ne contrôlent les cahiers et bien d'autres. Bon, oui, ça arrive, il arrive que des parents soient tellement occupés, c'est parfois le prétexte qu'on prend, on travaille toute la journée, on revient le soir épuisé, on n'a pas le temps de vérifier les cahiers de ses enfants, on n'a pas le temps de les contrôler le matin quand ils vont à l'école, et parfois ils n'arrivent jamais à l'école. On n'a pas le temps, de temps en temps, ça il faut parfois le faire également, de faire un tour dans l'établissement, discuter avec un surveillant général, un enseignant sur le comportement de son enfant. C'est des petites choses qui doivent être faites. Mais aujourd'hui, dans les établissements scolaires, on se rend effectivement compte que de nombreux établissements, je crois que c'est d'ailleurs une initiative du ministère des enseignements secondaires, qui consiste à contrôler les enfants et à ce qu'ils appellent sur place la police de ma classe. Par exemple, c'est une expression comme ça qui est parfois utilisée. C'est-à-dire que vous êtes le contrôle. Moi, je contrôle Patricia, Patricia contrôle Fidil, Fidil me contrôle. C'est-à-dire qu'on est tous des policiers entre nous. Okay. Au moindre acte posé qui ne respecte pas le règlement intérieur de l'établissement, je suis prêt à aller vous dénoncer. Maintenant, il y a des jeunes, des enfants également, des élèves qui sont infiltrés parce qu'il faut savoir que nous trois, on peut se faire une complicité. C'est-à-dire que vous posez votre acte, Patricia pose le sien, moi le mien, et puis on se dit, bon, allez, personne ne dit rien, et on reste tranquille, et ça passe tranquillement. On peut être des alliés. Voilà, comme des alliés, effectivement. Mais dans ces salles de classe, justement, on a posté des élèves qui sont parfois réputés être les plus calmes, peut-être les plus sérieux, qui sont chargés de répercuter, qui sont un peu comme des services de renseignement dans ces classes, là, de répercuter à l'administration ce qui se passe au quotidien. Je crois que c'est déjà une très belle initiative qui peut permettre de peut-être barrer la voie au phénomène, mais l'annihiler complètement, il va falloir du temps. C'est un phénomène qui s'est ancré, la délinquance, c'est parti de la délinquance scolaire et bien d'autres pour arriver à ce dont vous parliez tout à l'heure, ces pratiques totalement dévergondées que l'on observe depuis un moment. C'est vrai que c'est une très bonne chose, hein, l'avènement des NTIC, les nouvelles techniques de l'information et de la communication, avec entre autres les réseaux sociaux, on a surtout les réseaux sociaux qui sont... Je me dis que les réseaux sociaux accentuent davantage ce phénomène-là. Mais si on revient, Tantinet, sur l'éducation, vous avez parlé d'éducation tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas trop facile il pourra peut-être chuter quand... Bon, oui. Bon. Quand... Oui. Bon, peut-être la question. Est-ce que ce n'est pas peut-être facile d'accuser les parents quand on sait qu'aujourd'hui, les élèves ou encore les enfants développent des stratagèmes entre l'école et la maison? Le parent peut bien évidemment
éduquer son enfant ou alors contrôler son enfant avant la sortie de la maison, mais Dieu seul sait ce qui se passe entre la maison et l'école. Est-ce que vous ne trouvez pas que les élèves aujourd'hui développent des stratagèmes, débordent d'imagination? Ouais, vous avez parlé d'imagination extrêmement fertile, mais malheureusement dans le mauvais sens, malheureusement négativement. On aurait souhaité naturellement que cette imagination-là soit positive, l'imagination extrêmement fertile, justement. Vous l'avez dit, mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le mauvais sens, oui, c'est vrai, les parents peuvent se retrouver à court. À court, c'est-à-dire que des enfants peuvent faire ce que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que, imaginez qu'un parent fouille le sac de classe de son enfant le matin juste pour se rassurer s'il n'y a pas un vêtement de rechange, ou bien s'il n'y a pas une bouteille de liqueur et bien d'autres. Bon, le parent se dit naturellement, non, mais écoutez, c'est pas mon enfant qui ferait ça. Je vais aller un peu plus loin ce matin, Michael, en parlant des smartphones, ces téléphones qu'on donne aux enfants. Est-ce qu'on ne peut pas les priver de ces téléphones-là? Mais on les prive déjà dans des établissements. Les établissements interdisent aujourd'hui. Mais sauf que je dis que les enfants trouvent des stratagèmes. C'est-à-dire que entre la maison et l'école, ils peuvent passer par, je sais pas, des appartements meublés pour se changer. Il faudrait mieux recentrer ma question. En fait, vous savez, c'est un âge qu'on appelle l'âge de la curiosité. Donc, à cet âge, ils apprennent très très vite et ils assimilent aussi vite. Donc, à travers les réseaux sociaux, lorsqu'on parlait des vidéos, les sextapes, les nudes et tout, ils ne savaient pas que ça peut exister. Du coup, quand ils voient, ils ont envie d'essayer. Donc, c'est là un peu ma préoccupation. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, mais... C'est extrêmement compliqué. On nous appelle la génération connectée. C'est une expression qui est parfois utilisée, la génération connectée. Mais est-ce que, justement, c'est un véritable dilemme? Est-ce qu'il faut soustraire les jeunes, la jeunesse en général, de l'évolution technologique? C'est-à-dire, j'entends par là, vous avez parlé de smartphone tout à l'heure, le développement technologique avec l'entrée en vigueur des smartphones, vous savez. Et aujourd'hui, on vous dira, avec le Covid-19 qui est arrivé, je crois que tout ça est finalement lié, le Covid-19 qui est arrivé, on vous dit, bon, on va suivre les cours désormais en ligne. À la maison. Alors, comment vous faites pour que votre enfant suive les cours à la maison s'il n'a pas un téléphone connecté, s'il n'a pas un smartphone? Donc, alors, il vaut mieux encadrer, vous lui remettez un smartphone avec lequel il est supposé travailler, faire ses devoirs de classe. Sauf qu'il peut naviguer et aller partout où il veut. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez la possibilité de venir contrôler à chaque moment qu'est-ce qu'il fait du smartphone que vous lui avez donné? C'est pour ça que je dis que les parents eux-mêmes sont dans un véritable dilemme. Et la question des téléphones portables, par exemple, je crois que les enseignants, les pédagogues le rappellent à suffisance. Non, il faut éloigner les enfants des téléphones portables. Il y en a qui les amènent parfois même à l'école et tout, mais qui sont parfois confisqués. Il faut éloigner les enfants des téléphones portables. Ceux qui n'en ont pas besoin n'ont pas vraiment, s'ils sont préoccupés par leur éducation, par leur école, besoin d'avoir un téléphone portable, un smartphone avec lequel ils vont naviguer à longueur de journée. Imaginez-vous, parfois vous êtes chez vous, c'est votre petite fille de 5 ans qui ouvre votre téléphone et qui peut télécharger parfois des jeux et tout. Donc c'est vraiment la génération connectée. Mais maintenant, il faut que l'on puisse contrôler tout ça. Le contrôle parental dont je parlais tout à l'heure, il faut absolument mettre les yeux, avoir les yeux dans tout ce qui se fait, parce que au moindre oubli, c'est des écarts et vous constatez seulement les dégâts à la fin. Donc, je crois que le contrôle, lui, doit être plus accentué, extrêmement accentué, pour que l'on évite ce type de dérive et ces pratiques parfois qui font mal et qui sont tout simplement regrettables. On a dit que mise une balance, on va dire que le côté positif l'importe, c'est-à-dire qu'à travers les réseaux sociaux, on a tellement de choses positives qu'il vaut mieux seulement trouver le moyen d'encadrer. Je crois que ça relève justement de cette autorité en charge, ou on va dire de cette entité en charge. Il s'agit du ministère des Postes et Télécommunications. Allez, Michael Chipkio, on vous dit merci. Je ne sais pas comment on pourrait vous dire merci pour cet apport que vous faites chaque jour, parce que... Écoutez, est-ce qu'il faut me remercier pour ça? Bon, faisons notre travail. Oui, au même moment, ça fait plaisir à nous téléspectateurs. Écoutez, c'est un plaisir partagé. Nous sommes là pour ça et voilà, nous essayons tous les jours. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être passé par ici. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, allez dans les différents kiosques pour avoir la quintessence des informations parues dans les journaux de ce jour. Nous parlons d'éphémérides tout juste après un clin d'œil fait à nos partenaires. À tout de suite.